Preview. La liste en question, c'est une liste qui est commune à 4 formations et mouvements politiques maintenant, dans une volonté du Parti socialiste d'ouverture et de contact, de main tendue. Donc nous avons avec nous Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne et le PRG. C'est une liste qui aurait pu être plus large, avec d'autres formations politiques qui réagissent et qui viennent nous rejoindre face à l'urgence européenne. Mais nous sommes déjà très contents de pouvoir donner ce visage pluraliste, ouvert, vis-à-vis des électeurs. Je n'ai pas épluché la totalité des CV de mes colistiers, mais je peux vous garantir que déjà nous avons au sein du Parti socialiste une grande diversité de professions et de profils. Donc pour notre parti, nous, 50%, nous sommes effectivement très très diversifiés. Vous savez maintenant que les listes sont nationales. Nous sommes passés à des listes par grande région plus territoriales à une liste nationale. Donc il était aussi important d'avoir une représentation sociologique, mais aussi une représentation géographique. Donc nous essayons de couvrir correctement tout le territoire. Et il faut aussi avoir en tête qu'il faut de l'expérience et du renouvellement, comme sur toutes les listes. Et donc, vous trouverez également sur cette liste, des candidats sortants, des députés sortants et des petits nouveaux. Il est effectivement très important de dire que l'Union européenne que nous avons devant nous n'est pas exactement, en tout cas c'est le point de vue politique que je veux développer, n'est pas exactement celle que je voudrais. Elle n'est pas exactement celle qui me convient. Mais elle a, et c'est honnête aussi de le dire, beaucoup progressé sur un certain nombre de points. On ne peut pas non plus jeter la totalité du bébé avec l'eau du bain vis-à-vis de ce qui s'est passé. On a progressé dans le domaine social, pas assez. On a progressé du côté climatique, pas assez. On a progressé du côté des protections, pas assez. Mais on peut noter quand même des textes assez symboliques qui ont été votés au cours de ce mandat. Je pense notamment à la question des lanceurs d'alerte, qui est un sujet qui intéresse beaucoup tout ce qui est le monde de ceux qui ont à se battre contre les injustices et contre les inégalités. Nous avons réussi à produire ce texte qui va protéger les gens qui remarquent des procédés ou bien des attitudes délictueuses, qui ne sont pas justement délictueuses, mais qui sont très borderline en termes de moralité. Et donc cette pure production de législation, de protection des lanceurs d'alerte est, je crois, un grand moment chez nous. Nous avons progressé aussi pour ce qui s'agit des textes sur la migration et l'asile. Je dis cela et j'y mets tout de suite un bémol. C'est-à-dire que nous avons progressé au Parlement européen. Nous avons essayé de trouver des solutions face à l'afflux de personnes, essayer de trouver la manière de mieux répondre aux besoins des États et aux besoins des gens qui voulaient nous rejoindre. Et puis malheureusement, là où il y a eu un gros écueil, c'est que nous n'avons pas été accompagnés par le Conseil, c'est-à-dire les États membres, les chefs de gouvernement et d'États membres qui n'ont pas voulu aller au bout de cette réforme. Donc on peut aussi peut-être évoquer dans le domaine social cette dimension de la lutte contre le dumping social. Là aussi, on est un peu au milieu du gué avec cette lutte contre la concurrence entre les salariés, entre les travailleurs dans l'Union. Ce phénomène qui fait qu'on se déplace pour satisfaire un certain nombre de missions de son entreprise, mais que quand on est à un endroit et qu'on fait un travail, on n'était pas toujours payé de la même manière. Donc nous avons fait progresser les choses, et c'est singulièrement les socialistes et démocrates, le groupe socialiste et démocrate, qui s'est beaucoup bagarré sur ce sujet pour que ce principe d'équivalence existe. Et c'est demain, toutes ces pas supplémentaires, toutes ces marches supplémentaires qu'il faudra franchir. Pour l'Europe de demain, nous parions sur quelque chose qui nous apparaît comme essentiel en termes d'urgence, c'est de traiter la question climatique.
Nous voulons, au plan européen, parce que nous jugeons que c'est le bon échelon pour pouvoir être à l'échelle avec d'autres groupes continentaux, agir sur le plan climatique au niveau de l'Union. Nous proposons, par exemple, de consacrer 500 milliards d'euros à l'investissement sur la transition écologique. On a trouvé 2000 milliards pour les banques. Nous pourrons trouver 500 milliards pour aider à une transition écologique efficace. Efficace pour le climat, mais efficace aussi en matière économique et d'emploi. Puisque si vous mettez par exemple un plan d'investissement sur le logement en route, sur l'efficacité énergétique dans le logement, vous créez aussi de l'emploi avec de nouveaux métiers et de nouvelles perspectives pour des salariés. Donc nous avons cela en tête et comme nous voulons être vertueux, nous souhaitons faire sortir, vous savez, de cette règle des 3%, les investissements qui auront lieu en matière climatique. Donc sortir ces crédits-là pour que ça ne soit pas comptabilisé dans les 3% et que donc on soit vertueux. Nous avons beaucoup de propositions aussi en matière sociale. Je vous ai parlé tout à l'heure de la concurrence, du dumping entre les salariés. Nous voulons franchir cette étape dont je vous parlais, qui est cette question d'avoir réellement des salariés, des personnes qui travaillent dans l'Union et qui ont à la fois le même salaire, mais aussi la même protection sociale. Parce qu'on ne peut plus supporter qu'il y ait des travailleurs ou des personnes de deuxième catégorie. Donc pour nous, c'est très important. Mais on pourrait aussi, et c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, continuer d'agir en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, puisque plusieurs textes sont désormais sur la table, comme on dit, avec cette nécessité d'avoir des congés maternité, des congés paternité et des congés parentaux qui soient non seulement suffisamment longs pour permettre ce contact avec l'enfant qui arrive, mais aussi bien indemnisé, de manière à ne pas avoir trop de rupture avec le contexte professionnel. Donc, vous le constaterez, ce sont à la fois des propositions très pragmatiques et très symboliques en matière d'égalité et de développement humain dans l'Union européenne. Nous portons cette demande d'abord de SMIC dans tous les pays membres, parce que ce n'est pas le cas encore, donc il nous faut franchir cette étape. Et puis l'idée effectivement que nous avons, ultime, c'est de créer ce SMIC européen. Nous avons en tête 60% du salaire médian. C'est un travail de longue haleine, mais je crois que là aussi c'est facteur d'égalité et facteur de renouveau dans l'Union européenne. Nous avons là aussi fait valoir nos revendications sur l'établissement, par exemple, d'une liste de paradis fiscaux. Et vous savez que ça n'est pas très facile, vous l'avez signalé, parce que certains pays membres de l'Union sont eux-mêmes qualifiés ou pourraient être qualifiés de paradis fiscaux. Donc il faut franchir la barre aussi de l'unanimité. Un certain nombre de décisions continuent de se prendre en matière fiscale à l'unanimité. Donc c'est évidemment très bloquant à partir du moment où un État membre ne veut pas que cela se fasse. Donc nous allons progresser aussi dans la façon de donner connaissance, par exemple, des bénéfices qui sont réalisés dans les entreprises de l'Union et qui, jusqu'à présent, les camouflaient un peu ou ne donnaient pas toutes les informations. Donc là-dessus, nous continuerons de progresser de manière à ce que cette question fiscale soit non seulement plus prise à l'unanimité, mais aussi ouverte vis-à-vis des citoyens. On ne reste certainement pas dans une position où finalement l'Union européenne, parce qu'elle n'a pas suffisamment de barrières ou de contrôle, est un peu l'idiot utile du monde moderne. Donc nous avons là aussi la nécessité, par exemple, de conclure des accords commerciaux qui soient à nos conditions. À nos conditions. Et par exemple, aucun accord commercial ne peut être traité, ne peut être validé demain s'il ne respecte pas les normes environnementales, c'est-à-dire les accords de Paris, s'il ne respecte pas les normes sociales, dont nous avons parlé tout à l'heure, ou qui ne respectent pas les normes de santé dans l'Union européenne. Donc sont pour nous des conditions absolument incontournables, et sans elles, on doit renoncer à signer des accords commerciaux avec ces grands groupes. Si c'est confus, c'est que les institutions ne sont pas concordantes les unes avec les autres. Et je suis au regret ou au bonheur de vous annoncer que le Parlement européen, lui, était plutôt cohérent dans ses propositions s'agissant de politique migratoire et d'asile, puisque nous avons réussi à forger, avec des majorités qui étaient quelquefois difficiles à trouver, des accords et des positions communes sur les textes d'asile et de migration. Nous nous sommes heurtés aux antagonismes internes au sein du Conseil entre les États membres qui, pour certains d'entre eux, ont refusé de jouer la solidarité intra-européenne. Donc il nous faut vaincre maintenant cette absence de solidarité dans l'Union européenne au sein des États membres. Mais nous avons d'autres idées aussi à faire valoir. L'idée selon laquelle, si on laisse
les passeurs régler les questions de migration, on aura tout faux. Eux auront gagné beaucoup d'argent, nous on aura tout faux. Donc il faut par exemple avoir des voies légales, contrôlées, mais légales de migration, qui permettent de faire baisser le nombre de voies irrégulières qui elles sont très meurtrières, notamment en Méditerranée où on a un cimetière monumental. Donc il faut appliquer les lois d'abord, faire en sorte que des voies légales se soient créées et surtout revenir à un fonctionnement solidaire entre les États membres pour que chacun prenne sa part et que la responsabilité soit collective. La migration climatique, vous avez raison de la signaler, on imagine que d'ici 2050, elle peut représenter environ 250 millions de personnes. Mais ne vous trompez pas là-dessus. 250 millions de personnes ne vont pas se précipiter pour venir en Europe. Une très grosse partie, une immense majorité des phénomènes migratoires se cantonnent dans le sud et ne se projettent jamais dans le nord et vers l'Union européenne. Mais c'est un sujet important parce qu'il n'y a pas de statut pour les personnes qui se déplacent en raison des questions climatiques. Je ne suis pas favorable à une ouverture béante des frontières. Je pense qu'il faut effectivement, vis-à-vis d'un certain nombre de menaces, être strict sur la question des frontières. Mais je le redis, la migration est un phénomène séculaire. Si on cherche à fermer, à simplement se barricader de l'intérieur, on ne réglera pas le problème et les personnes qui ont envie d'être mobiles continueront de l'être, soit qu'elles fuient la pauvreté, soit qu'elles fuient les conflits ou la mort ou les persécutions. Donc il faut être cohérent, il faut être réglementé, il faut contrôler, mais il faut aussi avoir ce sentiment que c'est l'honneur de l'Europe, d'être conforme à ses valeurs et d'être conforme au droit d'asile et à la capacité de donner protection aux personnes. Sur la question de la défense, on a eu une forme d'oubli de ce sujet pendant assez longtemps. Oubli qui est consciencieusement rattrapé maintenant puisque nous avons eu, comme Européens, à subir un certain nombre de menaces qui ont remis cette question à l'ordre du jour. Et fort heureusement, d'une certaine manière, puisqu'on ne peut plus laisser d'autres décider à notre place sur les questions de défense non plus. Donc, j'ai plaisir à vous annoncer que parmi les dernières décisions du Parlement européen, nous avons voté un fonds européen de la défense de 13 milliards d'euros qui va permettre notamment d'agir sur la stratégie industrielle. Alors, nous n'allons pas sur la question de l'armée, qui est un sujet complètement différent, qui, à mon avis, n'a peu de chances de voir le jour, mais nous voulons avoir ce partage d'informations, ce partage de pratiques et surtout cette stratégie industrielle qui nous rende moins dépendants de l'extérieur vis-à-vis de l'armement et vis-à-vis de ces stratégies industrielles. Mon groupe sera le deuxième groupe au Parlement européen. Peut-être même s'approchera-t-il d'une égalité avec le groupe du PPE, puisqu'il ne faut pas voir simplement les sondages au plan français. Nous allons certes envoyer des députés socialistes et démocrates et nos colistiers au Parlement européen, mais vous devez voir aussi la social-démocratie dans son ensemble et le groupe socialiste et démocrate. Quand on constate des succès comme en Espagne, comme au Portugal et comme ailleurs, en Suède aussi, où un nouveau gouvernement a été fondé, eh bien, je crois qu'on peut forger quelque espoir sur le fait que ce groupe soit suffisamment puissant pour résister aux nationalistes, pour résister aux populistes. En tout cas, c'est le vœu le plus cher que je demande aux électeurs. Le Parlement européen, je vous le garantis, a du pouvoir. Il a acquis son pouvoir dernièrement, finalement, à l'échelle de l'histoire, avec l'application du traité de Lisbonne. Souvenez-vous qu'il y a peu de temps, nous étions simplement consultés sur les sujets et que maintenant nous sommes codécisionnaires. Peut-être que certains États membres avaient oublié cette fonction, oublié cette faculté. Nous ne l'avons pas oublié. Je peux vous garantir que sur de nombreux sujets, nous nous sommes fait entendre et la décision finale ne peut pas se prendre sans le Parlement. Sur un sujet, par exemple, aussi important que la question du budget, vous pouvez compter sur nous pour faire entendre notre voix. Mais de manière plus ultime, il faudra peut-être aller plus loin sur le pouvoir du Parlement. Moi, j'évoque devant vous deux choses. D'abord, la question de l'unanimité. Je crois que tout le monde a compris que en rester figé à l'unanimité, notamment au Conseil, sur des sujets aussi importants que la fiscalité, n'a plus lieu d'être. Donc, il faut
casser ce verrou de l'unanimité. Et deuxièmement, il faut sans doute que les parlementaires européens aient l'initiative législative aussi. Pour l'instant, c'est seulement la faculté de la Commission. Et j'ai la prétention de penser, et je ne suis pas la seule, que les parlementaires sont suffisamment au contact du terrain, suffisamment au contact des citoyens pour pouvoir eux aussi être de bons législateurs en étant créatifs.